Oui, 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 ça y est. Non, ça pas ça y est. Pourquoi ça y est? Pas ça y est. Oui, ça va être mon nouvel exemple sur les remakes. Pourquoi est-ce qu'un remake n'est pas foncièrement mauvais? Pourquoi est-ce qu'un remake ça peut amener des bonnes choses? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Pourquoi est-ce que ça peut être une sombre merde? Évidemment, mais ça n'est pas une sombre merde et c'est pour ça que je suis content. C'est que le film il est bon dans tout ce qu'il essaye de faire foncièrement à la base. Ce qui est assez génial. Donc parce que je peux me tromper, évidemment que je peux me tromper. Enfin, je disais qu'il fallait, enfin non, je peux pas me tromper en disant il faut voir le film, voir ce qu'il donne et pas se baser sur des bandes annonces, sur des oui-dire ou sur l'annonce d'un projet. Et évidemment, si le film avait été une merde, ça aurait été un contre-exemple. Mais non. Donc c'est bon, mon exemple tient, je suis sauvé, y a pas de souci. Alors, comment traiter tout ça? Évidemment, si vous pensez qu'un remake, ça doit refaire exactement le même film tel quel, vous allez être déçu. Mais si c'est ce que vous attendiez à voir, c'est Robocop plan par plan, mais juste refait avec des moyens actuels, évidemment qu'à ce moment-là, un remake n'a aucun sens. Je trouve d'ailleurs que les remakes ont beaucoup moins de sens, justement quand ils sont trop proches du film d'origine et qu'ils ne font que les réactualiser visuellement. La réactualisation ou le travail que fournit le film doit aller au-delà de ça. Donc non, ce n'est pas image par image ce qui se passe avant. Il y a même assez peu d'éléments du premier film. On va dire que l'arc de base, le concept de base est celui du premier film, mais pas le reste. Et c'est vachement intéressant, c'est bien foutu, ça pousse dans différentes questions qui étaient présentes dans le remake, mais qui étaient plus secondaires et qui cette fois-ci passent au premier plan. Il y en a d'autres qui sont totalement évincés, mais qui sont auxquels on fait référence par petites touches. Donc c'est vraiment du très très bon travail. Donc Robocop a été réalisé par José Padilla. Je voulais dire José Padilla, mais comme il est brésilien, normalement il parle pas espagnol, donc José ça doit pas être ça. Donc José Padilla, avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton et Samuel L. Jackson, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça vaut? L'histoire, déjà, et vous allez voir déjà à quel point elle est différente du premier. Omnicorp, puisque ce n'est plus Omni Consumer Product, mais Omnicorp, est une firme qui développe des applications militaires et des drones de défense, de surveillance, d'attaque. Leur but étant de gagner tous les marchés de la défense et de la sécurité. Ils ont déjà quasiment gagné celui de l'armée, puisque des troupes entières de ED-209, les fameux ED-209 qui ne marchaient jamais dans la saga d'origine, qui cette fois-ci marchent. Donc les fameux ED-209 qui sont lâchés dans des pays étrangers dans lesquels on est en guerre, avec des plus petits modèles qui s'appellent les 208, qui sont des modèles à taille humaine, qui ressemblent à des humains normaux, et qui donc forcément sont plus pratiques sur des terrains un peu accidentés. Et ils voudraient bien gagner le marché de la défense locale, c'est-à-dire la police, la sécurité dans les villes des États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, il y a une loi contre le fait que les robots maintiennent l'ordre parce qu'on estime que non, c'est pas bien. Donc le but d'Omnicorp, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour essayer de se débarrasser de cette loi qui nous emmerde. On va essayer de créer un cyborg qui va du coup changer le point de vue sur la haute technologie et se faire défendre par de la haute technologie, et nous permettre ensuite de vendre nos unités et de vendre tout ça et de gagner des contrats avec l'État pour faire la sécurité locale. Donc ils cherchent des candidats, ils en trouvent un avec Alex Murphy, qui décidément a une vie de merde quel que soit le remake, qui va subir une vengeance de la part d'un mafieux. Après qu'il ait réussi à arrêter certaines personnes grâce à des flics ripoux qui vont donner ses coordonnées, enfin essayer de faire en sorte qu'il puisse se faire atteindre. Il est évidemment gravement atteint, il est brûlé au 4e degré sur quasiment 80% du corps, ils vont amputer un bras, une jambe. Et ils vont voir donc sa femme en lui proposant d'en faire un flic robot, le Robocop, qui pourra défendre etc. et amener à donc de nouvelles recherches et du développement au niveau des cyborgs, du développement des cyborgs.
ce qui se fait, etc., etc. Vous voyez déjà que l'histoire a rien à voir avec l'original. L'original, c'est une ville corrompue jusqu'à la moelle, avec une société complètement cyberpunk qui gère déjà tout, qui a déjà des contrats avec tout, qui est plus puissante presque qu'un État, puisqu'on se souvient, si on a regardé la vidéo, qu'il tournait en dérision le président. Là, du coup, on n'est plus du tout dans les mêmes circonstances. C'était une dystopie qu'avaient imaginé Verhoeven et Michael Neumayer à l'époque. Aujourd'hui, c'est une dystopie actualisée à partir des enjeux qu'on a en ce moment. Les enjeux qu'on a sur l'éthique de la recherche scientifique, qu'on a sur les lois, sur la communication, sur le marketing, comment est-ce qu'on vend des choses. Ça a encore plus de sens maintenant, parce qu'en années 80, on commençait à développer cette notion de marketing et de vendre et de manipulation par la pub, etc. Là maintenant on est rentré en plein dedans. Robocop n'était pas prophétique pour rien, et c'est vrai que du coup il faut actualiser le commentaire par rapport à là où on est aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'ils font. Alors il faut surtout voir un truc, c'est que encore une fois, et ça je leur dis à tous les films, mais apparemment c'est une notion qui est difficile à comprendre, toutes les choses ne sont pas égales. On ne peut pas reprocher les mêmes choses à des films complètement différents. Quand je reproche par exemple à Robocop 2, quand je dis que Robocop 2 c'est gouré, en traitant la famille de Murphy, sa femme et son fils, pour faire du tir l'arme, pour faire du mélodrame, ce que le premier n'avait pas fait, et que c'était tant mieux, que c'était pour ça que le film était bien foutu, ce film-là traite la femme et l'enfant de Murphy, ils sont importants, ils sont centrales à l'histoire, et c'est en ça que c'est réussi. Là où le 2 s'est gouré, c'est que non seulement il allait voir du côté de la femme et du fils, mais en plus il en faisait rien, parce qu'au final on en avait rien à foutre de faire revenir sa femme et son fils dans le 2. Ça devait soi-disant nous indiquer qu'il projetait du coup son propre fils sur Hob, ce qui est une connerie monstrueuse. Et là pour le coup, ben non, là la famille elle est bien gérée, il y a des relations qui sont intéressantes. La relation notamment entre lui et son fils, comment est-ce que son fils le voit, et surtout comment lui, dans ce squelette de métal, arrive à retrouver son humanité. C'est le thème du premier Robocop et du troisième Robocop. C'est quand je disais ça peut être un vibrant hommage, c'est un vibrant hommage. Ils ont vu un film qui les a profondément marqués, qu'ils aiment bien, auquel ils veulent rendre hommage. Je dis en parlant de l'équipe du film complète, il n'y a pas que José Padilla dans ce film. Et ils essayent de lui rendre hommage le plus possible et le mieux possible en faisant quelque chose qui ne soit pas simplement singer le film d'origine. Lui rendre vraiment hommage, c'est justement de l'actualiser, de le porter vers d'autres questions et de le faire bien. Et le plus possible, enfin le mieux possible, le mieux possible dans les conditions, parce que on a aussi prophétisé que Robocop serait une merde parce que son tournage était chaotique. Vous n'avez pas idée du nombre de chefs-d'œuvre dont le tournage est chaotique. Je veux dire, c'est plus rare qu'un film se passe bien que d'avoir un film chaotique. Un tournage de film, c'est chaotique. Quand on a 100 millions sur un budget, c'est encore plus chaotique. Quand avec 100 millions, on a une licence qui fait que tout Internet vous chie sur la gueule depuis même que vous avez dit que vous voulez le film, c'est encore plus chaotique. Qu'est-ce qui a été chaotique? C'est que ce pauvre José Padilla, il est arrivé sur ce projet, il venait du Brésil, il avait fait 2 films au Brésil qui apparemment avaient bien marché. Sur des films d'action apparemment, sur Unité d'élite, je les ai pas vus du tout, je sais pas ce qu'il a fait. Et il arrive sur ce projet et il dit voilà, le film je l'aime bien, mais du coup je voudrais faire autre chose et je voudrais l'amener vers ça. Et là t'as le producteur qui fait non, surtout pas. Donc c'est ça pourquoi ce tournage est chaotique, parce que dès qu'une décision doit être prise, elle fout les boules à tout le monde, et je vous l'ai dit, c'est votre faute. Internet, c'est toi que je regarde, Internet, pas vous, vous ceux qui me regardez, c'est la faute du public, c'est la faute des gens, et d'Internet en particulier, qui dès qu'ils voient un projet arriver comme ça, commence directement à lui chier sur la gueule, peu importe qu'il y ait déjà une image de sortie ou pas. Et donc évidemment, quand on a des circonstances de création telles que celle-ci, quand un réalisateur arrive vers un producteur en disant j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça, et que l'idée est un peu trop osée, le producteur fait non, en fait, j'aimerais bien que tu restes avec ce qu'on a sur le script, parce que je sais pas trop. Oui, mais s'il te plaît. Ouais, mais non. Oui, mais s'il te plaît. Bon, ça, je veux bien. Ouais, c'est chaotique, mais c'est votre faute!
C'est ça justement qui me fait hurler. Des gens qui viennent dire mais le tournage de Robocop a été chaotique. Ben oui. À votre avis, pourquoi? C'est évidemment, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des problèmes de budget, il y a des problèmes de circonstances de tournage. Il se peut qu'il y ait une mauvaise équipe. Je me souviens d'avoir vu je sais pas pourquoi exactement, il y avait une image de lui en moto qui était diffusée sur internet et les gens étaient en train de diffuser cette vidéo. Donc le tournage, un making of des gens dans la rue qui ont vu le tournage se produire et on passe les vidéos et les gens disaient mais ce sera bien la preuve que ça va être de la merde. Pourquoi ça va être de la merde? Parce qu'ils n'aimaient pas le design de la tenue, ils n'aimaient pas le design de la moto. Et ils ont vu ce mec du coup s'intégrer dans la circulation de la ville parce que je crois que la circulation n'était pas coupée. Enfin j'en sais rien du tout, mais c'est ce que laissaient croire les images du making of. Bah oui, ça arrive d'avoir des circonstances de tournage assez difficiles. Il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent mal. Alors, ce qui compte, c'est justement de voir ce qu'ils en font. Parce que je vous jure qu'il y a aucun tournage qui est facile. C'est rarissime d'avoir un tournage qui se passe bien de A à Z. Donc voilà, il faut pas du tout leur cracher dessus quand ils font ce genre de choses parce que le résultat est devant vous. Ils ont fait un bon film. C'est un film d'action PG-13. On a fait du progrès depuis Robocop 3. Maintenant, un film d'action PG-13, eh ben, ça passe nickel parce qu'on a du dynamisme, on sait maintenant comment montrer la violence tout en la cachant, etc. Et avec plein de techniques telles que le numérique, telles que le retraitement de certaines choses. Par exemple, il y a toute une scène où il attaque des drogués, des dealers de drogue. Et il met son casque, il passe en vision infrarouge, ce qui fait que du coup comme on est en vision infrarouge, et on voit moins les choses et du coup on peut se permettre de montrer des gens très clairement se faire tirer dessus, etc., etc. Donc quelque chose de vachement intéressant. Donc au niveau de l'action, ça passe plutôt pas mal, c'est dynamique, c'est intéressant. Je dirais que la musique était peut-être un peu trop forte. C'est une question de goût personnel. Je trouvais que la musique était un peu trop présente pendant la scène. Mais enfin pendant certaines scènes d'action, mais sinon j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment, enfin elles envoient du pâté quoi, elles sont bonnes, elles sont bien foutues. Sachant qu'en plus il y a toujours plusieurs choses qui se passent derrière, on voit les équipes scientifiques qui se posent des questions, on voit la presse qui fait des choses à côté, etc. Donc il y a vraiment un dynamisme du montage qui est intéressant. J'en profite vite fait en parlant de la musique, je n'ai effectivement pas parlé de la musique du premier parce qu'il faut que j'arrive à me contenir. J'ai essayé de faire en sorte d'arrêter de faire des trucs en 5 parties, 4 ou 5 parties. Il faut que j'arrive à rester, genre une partie, un film. 15 minutes pour parler d'un film, c'est déjà énorme. Mais du coup, fallait que je fasse des choix, et c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais pas avoir grand chose à dire sur la musique, à part dire qu'elle est bien, donc autant ne pas en parler. Et j'ai donc décidé de la squeezer du pourquoi j'ai raison de tort. Mais, comme vous, comme moi, comme tout le monde, le réalisateur a adoré la musique du premier film, donc elle est à nouveau présente, ici. Quand le titre apparaît, vous avez un remix dubstep, pas le meilleur du monde, mais appréciable quand même du thème. Et il y a une vidéo promotionnelle en particulier dans laquelle il réutilise clairement, mais en plus tel quel, vraiment le titre d'origine. Donc voilà, le thème de Robocop. J'aime bien voir la ridicule comme ça. Donc voilà, petit aparté niveau musique. Ce qui me permet de revenir en plus à certaines choses. Samuel L. Jackson dans le rôle quasiment du prédicateur télévisuel, comment on appelle ça là, ces illuminés religieux là, je me rappelle plus. Enfin bref. Ils ont pas refait des fausses pubs. Ils ont un tout petit peu retraité les journaux télé. Dans une autre émission qui s'appelle, alors comment ça s'appelle, The Keaton Effect, je me rappelle plus comment s'appelle le personnage de L. Jackson. Encore une fois, je suis navré, j'ai toujours une mémoire aussi dégueulasse, qui est une espèce d'émission de propagande, mais très clairement tournée comme une publicité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde où effectivement on a des médias qui sont totalement foncièrement viciés, limite dictateur, à la limite d'être dans une dictature. Le pouvoir politique en place est très fort et très important, le président a de l'impact. Donc on n'est pas dans la même société que celle de Robocop, on n'est pas dans un truc complètement cyberpunk, dystopique et voilà, avec des gros méchants, très méchants. Il y a quand même une balance qui peut être faite, il y a un gouvernement qui est présent, etc., etc. Et les messages du coup de Samuel L. Jackson, et je pense que c'est la meilleure décision de casting possible pour ce film. S'il y a bien un mec qui peut jouer
j'ai envie de dire prédicateur, mais j'arrive pas à être sûr que c'est le bon terme. Pardonnez-moi si ce n'est pas le bon, mais vraiment le prédicateur, le prêcheur de télévision, d'église, qui fait sa messe. C'est clairement une messe. Il y a une fanatisation de ce qu'il vend, de ce dont il parle, c'est-à-dire du programme d'Omnicorp. Et c'est plutôt très bien amené, c'est intéressant, il y a une façon de le tourner qui est très sympa, on démarre le film là-dessus, ça fait un truc très bizarre avec le logo de la MGM. Au début, je me suis dit, c'est bizarre, on dirait le début d'une comédie. Et est-ce que je me suis pas gouré de salle, tu vois, vraiment con, le mec qui se gourre de tickets. Non, je ne me suis pas gouré de salle. J'étais dans le bon truc, mais c'est vrai que du coup, c'est très surprenant de voir le logo MGM arriver là-dessus, surtout quand on aime voir ce lion qui est en train d'hurler. Donc vraiment très bien foutu, intéressant, le personnage est bien adapté, bien cultivé. J'aime beaucoup sa dernière prestation qui est assez marrante, qui est assez bien faite. Donc voilà, un personnage intéressant. Gary Oldman dans le rôle du scientifique chargé de l'élaboration de Robocop. Il y a un syndrome Jim Gordon, je trouve. C'est-à-dire que avant, il y avait un syndrome Léon et Cinquième Élément où il ne jouait plus que des fils de pute, Gary Oldman. Il ne jouait plus que des méchants, des personnages complètement barrés, des personnages qui s'énervent en 2 secondes. Typiquement, ces 2 collaborations avec Besson sont là-dessus. Et il y a un effet Jim Gordon où maintenant on le prend pour faire le gentil monsieur, le gentil scientifique et qui est très humain et qui se pose des vrais dilemmes moraux plus qu'éthiques d'ailleurs, parce que c'est pas en soi, il essaie pas de limiter sa science, c'est plutôt d'essayer de faire quelque chose qui reste moral. Et donc un personnage assez intéressant là aussi, plutôt bien exploité. Mais je dis voilà, il y a un côté Jim Gordon du Dark Knight avec ce mec très vertueux et très bon en soi, qui est clairement le mec qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est une réplique de Gordon en plus quand il voit Harvey Dent la première fois, il dit je suis obligé de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est un petit peu l'état d'esprit de ce personnage là. Donc c'est un peu dommage de le recaster pour le même rôle, mais il est bon dedans. Il est bon dedans. Il est bon dedans. Je vais faire de la musique maintenant. Donc voilà, très intéressant à exploiter et très bien exploité. Et puis tant qu'on parle de Batman, Michael Keaton, Bruce Wayne, Julien Lepers. Il a beaucoup plus vieilli que Julien Lepers d'ailleurs, donc la ressemblance est moins frappante je trouve. Mais voilà, Michael Keaton, le fameux Batman qui a vraiment eu une grosse chute d'activité dans sa carrière depuis Batman et qui revient enfin à l'écran. D'ailleurs ça je trouve que c'est assez intéressant et je pense que c'est lié à la nouvelle génération de réalisateurs qui arrive. Et je mets évidemment ma main comme ça puisque je me considère comme faisant partie de la nouvelle génération de réalisateurs. Alors j'ai rien foutu, mais il y a on a un respect et une passion qui se développe pour ce qui se faisait avant. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sentiment de ras-le-bol global de faire toujours la même chose maintenant et de ce qu'Hollywood essaie d'imposer et qu'on essaie de plus en plus de s'en libérer. Et ce genre de réalisateur essaie de plus en plus de s'en libérer. Et ils ont une idée intéressante, c'est que ils se rappellent des émotions qu'ils ont vécues quand ils étaient petits, des films qui leur ont fait plaisir et qui leur paraissent bien au-delà de ce qu'on sort en ce moment. Et ils veulent non seulement essayer de retrouver ce goût-là, mais aussi ces acteurs-là. Et c'est ça qui est marrant. Et on essaye maintenant de retrouver des acteurs. Ça a commencé avec Mickey Rourke. C'est le premier où on a commencé à faire ça. Mickey Rourke dans Sin City, qui était revenu du coup pour jouer. Il s'appelle Marv, il me semble, dans Sin City. Et c'est là que ça a commencé. On s'est dit mais c'est vrai qu'on avait quand même des bons acteurs avant et qui ont maintenant quasiment disparu. Je trouve qu'il y a un tout petit peu de ça pour Jodie Foster dans Elysium aussi, parce que c'était le Fossoyeur qui avait dit que elle est connotée très années 90. Jodie Foster, c'est vraiment la star des années 90, c'est Le Silence des Agneaux ou ce genre de film. Et on l'engage pas assez maintenant. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi avec le fait de faire revenir Michael Keaton dans un rôle important comme celui-là, qui est plutôt intéressant. Le personnage qu'il développe est plus proche de ce qu'il y a dans Robocop 2 au niveau du patron de boîte, et en même temps il y a un côté je trouve qu'il y a un côté Steve Jobs qui me plaît beaucoup parce que j'ai beaucoup de problèmes avec cette entité humaine, mais il y a ce côté le mec qui est tellement persuadé qu'il refait le monde
et que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des demeurés, que il voit même plus à quel point ce qu'il fait n'est pas bon, quoi. Bon, on est dans des proportions totalement différentes, hein, entre faire un iPhone et faire un Robocop, ou un iPad plutôt, ce serait un meilleur exemple. Et faire un Robocop, il y a un sacré fossé, il y a une grosse différence. Mais je trouve qu'il y a ce côté, vous savez vraiment le PDG qui arrive et qui pose ses couilles sur la table et qui fait, je vais faire une révolution, technique, une révolution technologique, et je suis à des milliards d'années au-dessus de vous, et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans ma tête. Enfin, vraiment, voilà, ce genre de personnage, que je trouve plutôt intéressant, qui donne des choses intéressantes, et qui là encore ne vient pas du premier, donc il y a un travail de recherche et de création qui est intéressant aussi à ce niveau-là. Donc vraiment du bon boulot pour ce qui est des personnages qui sont bien développés, de l'histoire qui est très intéressante. Il y a un traitement sur l'interventionnisme américain, il y a un traitement sur les dilemmes qui sont posés, sur l'avenir des soldats blessés, par exemple, puisque à la base la technologie de Robocop dans le film, c'est la technologie des prothèses qu'on met aux soldats qui reviennent d'autres pays ou de gens qui ont vécu des accidents dangereux, enfin très graves. Donc tout ce qui est écriture est réussi, vraiment, hein, c'est évidemment, ce n'est que du divertissement, comme le premier Robocop, et comme le deuxième et le troisième Robocop, ce n'est que du divertissement, évidemment, mais il y a des chefs-d'œuvre dans le divertissement, il y a des grandes œuvres dans le divertissement, alors je dis pas que c'en est un, mais c'est très bien fait. D'ailleurs, à savoir si c'est un chef-d'œuvre ou pas, il faudrait que je le revoie, je suis j'ai intrigué pour le revoir. Et je trouve ça vraiment intéressant au niveau de ce qui est écrit, des questionnements que ça pose sur l'éthique scientifique et la survie de l'humanité dans un monde informatisé, qui était justement le thème des premiers Robocop. Donc un bel hommage à ce niveau-là. Depuis combien de temps je parle là? Je n'ai pas vu mon timecode. D'accord, c'est encore une de ces reviews. Donc comment dire? Visuellement, c'est très bien géré aussi. C'est 100 millions d'euros de 100 millions de dollars de budget. Je les sens, je les vois. Ils sont bons, ils sont bien utilisés, ils sont bien employés. Il y a un travail de profondeur holographique, de travail des hologrammes il y a plein de jeux de mise en scène, en particulier dans les journaux de mise en scène avec des hologrammes. Il y a tout ce qui est pyrotechnie est parfaitement géré. Les robots sont bien incrustés également. Lui, sa tenue c'était une vraie tenue, mais elle passe très très bien à la caméra. Quand il est remplacé par une doublure virtuelle, ça se voit quasiment pas. Et pour ce qui est des ED209 et les XT208, je crois qu'ils s'appellent, les petits robots, il y a ce très léger cette sensation de douceur, d'un peu trop lisse ou d'un peu trop réfléchissant qu'on a parfois sur les effets spéciaux, mais vraiment assez minime. Et globalement, c'est assez rare que je vois des intégrations comme ça, plutôt vraiment bien réussies. Pour moi, ce film a clairement relevé son pari, relevé son défi. Il a gardé la tête haute face à tout ce qui s'est pris dans la gueule. Il a eu raison de le faire. Le résultat est bon. Le résultat est très bon. C'est même au-delà de ce qu'on aurait pu espérer de minimum. Donc voilà. J'essaie de repenser vite fait parce que c'est vraiment c'est l'idée de arrêter. Comment? Faut parce qu'il faut cette idée est importante, donc il faut que je la fasse bien passer. Arrêtons de juger bêtement les films. Arrêtons de juger sur ce qu'on nous vend en marketing, en rumeurs, etc. Arrêtons de juger sur ce qu'on croit avoir. Arrêtons de juger sur ce qu'on voudrait avoir. Bien évidemment qu'il y a une recherche qu'on cherche à apporter aux gens ce qu'ils demandent. Mais il faut pas oublier que des fois, on a aussi une meilleure proposition à vous faire. Et il faut essayer d'y aller. Typiquement, c'est Superman Returns. Non, on voulait un truc qui pète de partout. On voulait après Matrix, on voulait un Superman qui vole de partout, qui explose Brainiac et machin.
Si vous voulez, on vous a proposé un Superman Returns qui était de super bonne qualité, vous lui avez chié dessus en disant que c'était pas ce que vous vouliez, que c'était trop mou, qu'il était pas assez présent, en inventant qu'il y avait une partie qui était mieux jouée que l'autre, etc. Si vous voulez. Maintenant vous avez Man of Steel, et bah allez-y, bouffez-en. Moi je suis navré, je vous le laisse avec plaisir Man of Steel. C'est typiquement l'indigestion d'action partout parce qu'on s'est dit bah ouais, maintenant que Superman il est là et qu'on a des bons effets spéciaux, on peut tout faire péter. Ouais, sauf que c'est nul de tout faire péter, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça aller à la limite du divertissement parce qu'en plus au bout d'un moment ça devient vraiment saoulant. Donc voilà, c'est pas parce que vous pensez qu'un film doit être fait d'une certaine façon qu'il n'y a que cette façon de le faire et que forcément elle est bonne. Donc il y a autre chose à vous proposer. Donc arrêtez de juger par rapport à ce que vous voulez. Jugez ce que le film vous propose, jugez ce que le film vous envoie. Vous avez le droit d'avoir, encore une fois, je l'ai redit pendant la vidéo, vous avez le droit d'avoir des a priori. C'est normal. Nous sommes, we're only human, comme dirait Murphy à la fin de Robocop 2. On est des humains, on a des émotions, on a des appréhensions, on a des craintes. C'est normal. J'en ai aussi, sur plein de films, sur plein de choses. Je les ai évoqués d'ailleurs au début de l'année sur mes attentes pour 2014. Ça ne veut pas dire que vous devez vous empêcher de voir le film, que vous devez vous forcer à avoir un avis négatif dessus. Vous pouvez vous retrouver avec quelque chose de très bien, quelque chose qui fait bien son boulot, qui rend hommage au précédent ou qui, enfin là je parle du remake en particulier, mais qui fait bien son boulot tout simplement et qui vous propose une idée qui est peut-être pas la vôtre, mais qui est bien exploitée telle qu'elle est exploitée, et quand elle est bien exploitée, parce que c'est pas le tout d'avoir une idée différente, faut aussi bien le faire, encore une fois, vous pouvez vous retrouver avec de très très bons résultats, et Robocop est un excellent résultat. Je suis très content du film que je viens de voir. J'ai passé un super moment, j'ai passé 2 très bonnes heures, parce qu'en plus il fait 2 heures. Voilà, et en plus, on sent vraiment que le film a essayé d'aller au maximum à la frontière de ce qu'il pouvait faire avec toutes les restrictions qu'il avait, exactement comme l'a fait Robocop 3 d'ailleurs. Il sait il peut pas être trop violent, mais en même temps ça canarde partout. L'avantage c'est qu'il tire beaucoup sur des robots ou sur des ou que quand il tire il y a beaucoup de fumée ou beaucoup de débris, etc. Et que du coup les gens qu'on voit recevoir l'impact sont cachés par de la fumée, par des machins, donc c'est de la violence moins directe. C'est un peu camouflé, un peu caché derrière de certaines choses. Et on voit des choses qui sont très très trash. En particulier, je ne vous dirai pas comment on le voit parce que je ne crois pas avoir vu une seule image de ça diffusée sur internet. J'espère qu'il n'y a pas un abruti qui va vous troller ou vous spoiler le truc. Regardez comment il traite Murphy sans son armure. Je ne vous dirai que ça. Vous allez devoir aller voir le film pour voir ce que ça vaut. Regardez comment ils font. Je suis extrêmement étonné que ce soit passé dans un PG-13. Ça m'étonne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pensais vraiment pas voir ça en allant voir ce film. Donc ils ont trouvé une justification pour le mettre. Je sais pas laquelle ils ont trouvé, mais alors les mecs ils ont dû bien plonger dessus parce que fallait trouver une justification pour laisser passer ça par le MPAA et par toutes les censures du monde. C'est viscéral, foncièrement, intéressant, nécessairement, et admirable, assurément. Oui, j'ai réussi à trouver un truc. Ouais, j'ai fait un triptyque, trop cool. Maintenant, je vais faire des haïkus et tout à la fin des vlogs. Donc voilà, c'est du super bon boulot. Franchement, allez le voir et je suis plutôt content. Tiens, on va finir avec un accent allemand. Je suis plutôt content. Le box-office a l'air plutôt positif, puisqu'il se trouve que il était 5e meilleure entrée mercredi. Je n'ai pas les chiffres à l'heure actuelle dans la semaine, mais il semblerait que le film ne se fasse pas ignorer. Je trouve quand même étrange qu'on aille voir plus American Bluff que Robocop. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de suffisance dans American Bluff. Et Robocop est un pur divertissement. Vous risquez d'apprécier, vous risquez d'aimer ce que vous voyez devant l'écran. Donc pourquoi fou priver pour de mauvais a priori? Faut aller en voyant. Donc prenez soin de vous. Allez voir des films, en particulier Robocop. Ciao. Aucun sens.
Pourquoi je fais ça?